François, pourrais-tu commencer par évoquer le contexte dans lequel a émergé l'idée d'introduire l'enseignement de l'informatique à l'Université de Namur, appelée jadis Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix? Le contexte, c'est un contexte quelque peu, je dirais, contingent. Il y a un personnage visionnaire qu'on appelle le père Camille José, qui est un jésuite forcément, qui, ancien président de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, personnage fabuleux, qui a compris qu'il fallait faire évoluer l'enseignement des sciences économiques alors que c'est un simple médiéviste, simple entre guillemets. Et il crée en 1961 une faculté des sciences économiques orientée essentiellement sur les méthodes quantitatives, mathématiques, statistiques, etc. Et à la suite de circonstances qui ne sert à rien de les évoquer, je le rencontre en 1965 et on me demande de donner un cours de recherche opérationnelle. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la recherche opérationnelle, très rapidement? La recherche opérationnelle, c'est tout simplement les méthodes mathématiques qui sont utilisées comme aide au processus de décision, que ce soit au processus de planification, d'optimisation, etc., etc. Merci. Et le père, lors d'un conseil de faculté, je dis au père José ceci, vous avez développé une faculté qui est innovante par l'emploi de méthodes mathématiques, statistiques, méthodes quantitatives en général, économétrie, recherche opérationnelle. Ce serait intéressant que vous élargissiez la perspective de votre faculté en y introduisant l'informatique, car je rentrais d'un stage de 2 ans effectué en France. Et le père José m'a simplement répondu ceci, c'est quoi ça l'informatique? Il me dit, je lui explique quel serait l'intérêt dans sa faculté d'introduire l'informatique, et il me dit simplement, très bien, organisez un colloque pour expliciter vos idées. Très bien. Et est-ce que tu veux expliquer les éléments qui ont motivé la coloration que tu as suggérée pour cette informatique? C'est une question qui est vraiment très importante. À l'époque, l'informatique est, je dirais d'une certaine manière, son utilisation est relativement récente. Et la présence de l'informatique dans les universités est une présence dans la forme de ce que l'on appelle le calcul numérique, l'informatique numérique, c'est-à-dire le développement d'algorithmes d'optimisation pour résoudre des problèmes d'optimisation, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça computer science? Non, ce n'est pas du computer science, c'est les applications dans le domaine du calcul numérique qui fait appel à des méthodes algorithmiques qui relèvent du computer science, bien entendu. Donc c'est de l'algorithmique appliqué à la résolution de problèmes numériques, résolution de systèmes d'équations complexes, recherche d'optimum de manière numérique, etc. Bien. Et l'expérience que j'ai eue de l'informatique pendant le stage que j'effectue en 1964-1965 au Centre français de recherche opérationnelle, c'est que l'informatique est quelque chose qui va apporter une véritable révolution dans la gestion des organisations, que ce soit pour l'automatisation des processus administratifs ou de l'aide à la décision. Et on perçoit que les applications qui relèvent du monde de la gestion des organisations, aussi bien privées que publiques, représenteront probablement à l'époque plus de 80 à 85% des applications des ordinateurs qu'on est en train de développer. Et par conséquent, la logique serait de dire, vu la place que l'informatique va prendre dans la gestion des organisations, va prendre dans la conduite des processus au sein des organisations, etc. Il y a donc une logique d'introduire l'informatique dans une faculté des sciences économiques qui est innovante. Je voudrais que tu reviennes sur le colloque qu'on t'a demandé d'organiser. C'est le père José, t'a demandé d'organiser pour préciser la notion d'informatique et ce vers quoi tu voulais aller. Et je pense qu'à cette occasion-là, tu peux nous parler de différents personnages qui sont intervenus, qui ont fait des exposés au moment du colloque. Enfin voilà, Oui, c'est vraiment révélateur
de la mentalité qui régnait ici aux facultés de Namur, qui va devenir université plus tard, on demande d'organiser ce colloque. Et ce colloque aura lieu le 24 et 25 novembre 1966, colloque organisé avec le Centre d'analyse stochastique et de recherche opérationnelle de l'Université de Liège, où j'étais assistant. Et le colloque a visé, je dirais, à demander à des représentants d'entreprises, des représentants d'administration, à demander à des représentants du monde universitaire comment ils voyaient la diffusion de l'informatique dans les organisations. Quels étaient les problèmes rencontrés, quelles étaient les applications possibles, quelles étaient les difficultés, de quoi l'on souffrait. Alors, ce qui me paraît important de souligner, c'est l'accueil qui était réservé à ce colloque par les facultés, par le recteur de l'époque, le révérend Père Bonnet, et par le Père José, qui m'avait donc demandé d'organiser ce colloque. Je pense qu'il serait vraiment important de citer ce que le Père Bonnet, recteur, disait en conclusion de son discours inaugural. Notre société n'a pas encore pris conscience suffisante des ressources positivement créatrices de l'ordinateur. Ce collègue voudrait hâter cette prise de conscience. Quand il imagine que le Père Bonnet, sa compétence, c'est la paléontologie, si je ne me trompe, et c'est ton domaine d'expertise. Oui, c'était mon promoteur de thèse, donc le monde est petit. Non, mais c'est incroyable d'imaginer que quelqu'un qui est un paléontologue a cette vision, quelqu'un qui fait des travaux, sur ses recherches sur le terrain en Afrique du Sud, je pense. Oui, il avait des amis en Afrique du Sud, en effet. Oui, il a travaillé. Et en Espagne, il a travaillé aussi. Cet homme qui est plongé dans un passé qui remonte à plus de 10 000, 20 000, 50 000 ans, etc., a cette vision. Notre société n'a pas encore pris conscience suffisante des ressources positivement créatrices de l'ordinateur. Ce colloque voudrait hâter cette prise de conscience. Et conclusion du colloque, on extrait une phrase du discours du Père José. Je suis persuadé avec les organisateurs de ce colloque que la confrontation de l'entreprise avec la machine doit contraindre d'abord l'entreprise à se repenser elle-même. Et l'entreprise qui va se repenser elle-même, c'est un processus qui va prendre des années, qu'on va appeler le re-engineering des processus, la réingénierie. Et c'est un processus qui va prendre du temps au point que, dans le secteur public, il faudra attendre quasiment 40 ans, presque quasi 50 ans, pour qu'il y ait vraiment cette transformation. Alors moi, je voudrais ici une petite parenthèse. Je ne connaissais pas du tout les jésuites. Je n'avais jamais vu aucun de ma vie. Alors, tu peux imaginer, Marie, que rencontrant des personnalités de cette envergure, j'ai été séduit par l'envergure de ces gens. Ils ne connaissaient ni de Ève ni d'Adam, je n'en connaissais pas plus de l'institution, je ne connaissais rien. Leur ouverture d'esprit. Leur ouverture d'esprit, fantastique. Et je peux donner quantité d'exemples de leur ouverture d'esprit. Mais ce n'est pas l'objet de notre entretien. Et alors, je vais te demander quelles suites ont été données à ce fameux colloque de 66. Alors, à la suite de ce colloque, le Père José m'a dit qu'il était administrateur délégué des facultés. Il était non seulement le doyen, mais l'administrateur délégué des facultés. En fait, c'était le véritable patron des facultés. Et de facto, c'était le patron. Et il m'a dit, poser la question directement après le colloque, toujours intéressé par de créer un enseignement de l'informatique. Plus que jamais. Plus que jamais. Bon. Elle m'a dit, alors, première chose, on va acquérir un ordinateur. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va acquérir un ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu l'acquisition d'un ordinateur de chez Honeywell Bull et qui sera inauguré en 1968 par le ministre Théo Lefebvre. Ordinateur qu'on voit très bien sur cette image. Ah oui, c'est un ordinateur que l'on voit sur l'image et c'est un ordinateur, un GE 415, c'est un General Electric 415
fourni par la firme Honeywell Bull, puisque Bull avait été racheté par la société américaine Honeywell. De réemploi, si j'ai... De réemploi, puisque l'ordinateur venait de Ennosandre, de la société Ennosandre. C'est un ordinateur avec une mémoire centrale de 16 mots de 4 caractères de 6 bits, si vous voulez. Il y a un lecteur perforateur de cartes et 6 dérouleurs de bande. Magnifique. Vous imaginez, actuellement, des dérouleurs de bande, ils ont disparu de la circulation. Lecteur perforateur de cartes, ça appartient à la préhistoire de l'informatique, et une capacité pareille était incroyablement limitée. Rapidement, on va le faire passer d'un 415 à un 425, avec la mémoire centrale portée à 32 mots et une mémoire auxiliaire comprenant 3 unités de disque. Bien, merci. Par rapport à cette configuration, je pense qu'il faut dire 2 choses. Il faudra souligner 2 choses. La première chose à souligner, c'est que un smartphone de bas de gamme est incroyablement plus puissant que cet ordinateur. Au niveau de ses fonctionnalités, un smartphone possède toutes les capacités au niveau de communication, il fait du Wi-Fi, réseau traditionnel, etc. Il est multimédia. Si vous le connectez sur un système de stockage qui est que le cloud, ça permet d'avoir une capacité, mais non pas 10 fois, non pas 100 fois, mais 1000 fois plus importante que cet ordinateur. Et il faut donc souligner, je dirais, l'expertise, l'habileté des programmeurs de l'époque, qui réalisaient avec des techniques qui relèvent du chausse-pied et une rigueur à faire traiter des problèmes complexes sur cet ordinateur. Ça, c'est pas mal. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que pour opérer cet ordinateur, on a besoin de 4 opérateurs, d'un chef opérateur et l'assistance d'un technicien de chez Honeywell Bull. S'il faut comparer ça avec la situation actuelle, actuellement, il n'y a plus d'opérateur. C'est l'utilisateur qui est son propre opérateur. Ben oui. Donc, ceci, pour les jeunes, que les jeunes se souviennent de ce que ça a été jadis. Alors, donc, ça, c'est une des suites du colloque, mais il y en a d'autres. Je pense que tu as dû faire une enquête. Oui, alors, dans le cadre de ce colloque, pour avoir une idée assez ouverte de l'usage de l'informatique en Belgique, une enquête a été menée. Une enquête a été menée sur l'emploi des ordinateurs en Belgique dans les entreprises publiques et privées. Et peut-être peux-tu parler des conclusions de cette enquête pour laquelle on a encore... qui a été publié, enfin, cette enquête a été publiée dans un livre, dans les actes, peut-être, tu peux peut-être... C'est un livre il y a 2 aspects. D'une part, il y a les actes du colloque, les différentes interventions. Ça vaut la peine de relire ces différentes interventions. D'un point de vue historique, c'est intéressant, c'est enrichissant. Oui, je souligne quelque chose que M. Breny signale qu'à ses yeux, ce n'est pas du tout opportun d'enseigner l'informatique à l'université. Ça m'a bien fait rire. Oui. C'est écrit noir. C'était mon patron au centre d'analyse stochastique et de recherche opérationnelle, un être brillant probabiliste et statistique. Mauvaise idée. De faire ça. Et donc, ça, c'est une chose. Et puis, l'enquête, dont les résultats sont très intéressants et que je voudrais, si tu veux bien, que tu soulignes la conclusion générale de l'enquête. La conclusion générale, c'est la suivante, c'est qu'il n'existe pas de conception générale du traitement de l'information dans les entreprises et dans les administrations. On fait des choses au coup par coup. Au coup par coup, on développe dans les entreprises d'applications salaire et traitement, et on développe en même temps une application, je dirais, de paiement de système comptable, mais tout ça ne correspond pas à une vision, et d'autre part, il n'y a pas de méthode quand on veut aborder l'automatisation d'une tâche. Il n'y a pas de méthode d'analyse, il n'y a pas de méthode de conception, il n'y a pas de méthode de programmation. On fait au petit bonheur la chance le mieux possible. Et quand je dis petit bonheur la chance, ce n'est pas critique par rapport aux gens qui le faisaient. Ils n'avaient pas de méthode, on n'enseignait pas ces méthodes, et par conséquent, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Et je dis chapeau à ce que ces gens ont fait dans des contextes extrêmement complexes.
sans une collaboration, souvent il n'y avait pas de collaboration active des utilisateurs qui se méfiaient, qui se disaient oh là là, nous, on a un savoir, qu'est-ce que c'est que les gens qui veulent remplacer notre savoir par des programmes automatiques? Donc il faut leur rendre hommage. Mais ils étaient dépourvus, il n'y avait pas de formation. D'où la logique, plus que jamais, on va créer ce type d'enseignement. Feu vert, aller de l'avant. Feu vert, aller de l'avant. Et il y a une conclusion lors de la conférence de presse du 21 mai 1970 qui annonce la création de l'Institut d'informatique. Oui. Le recteur, Jacques Denis, écrit... Jacques Denis, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé. Ah oui, Jacques Denis, on va en parler parce que ça vaut la peine, Mais lorsqu'on inaugure, on annonce la création de l'Institut, il écrit, je pense qu'il faut la peine de le dire, « Nous voyons l'informatique envahir progressivement tous les secteurs de l'activité humaine, pas uniquement les secteurs industriels, de l'activité humaine. Et l'université, pendant ce temps-là, elle hésite, elle se tâte, elle attend. Ou plus exactement, elle attendait jusqu'à ce jour où nous inaugurons un institut d'informatique dont la mission est précisément de combler une lacune de l'enseignement supérieur et, ce faisant, de répondre à une attente, de relever un défi. Il s'agit d'une entreprise ambitieuse, mais nécessaire. Si nous ne réussissons pas à former des informaticiens de niveau universitaire, analystes de systèmes et ingénieurs de software, nous raterons le passage à l'ère informatique et nous verrons notre pays glisser sur la pente du sous-développement. En 66, il y a le colloque. En 68, il y a la décision qui est prise parce qu'on a un peu glissé là-dessus. Et alors en septembre... La décision est prise en 68, elle est prise, si ma mémoire est bonne, au mois de mai 68. Et évidemment, comme l'informatique n'est pas encore très développée aux facultés, actuellement, on est incapable de retrouver la décision du conseil d'administration. Mais donc, la création fut réalisée 2 ans plus tard, en septembre 71. À ce moment-là, cette opération... En septembre, on démarre la première année académique, septembre 71. C'est ça. Et c'est à l'occasion, un peu avant cela, que le père Denis fait son discours. Un peu avant, dans les années 70. Et il fait ça le 21 mai 70. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, il annonce cette création qui aura un impact, grand retentissement dans l'année la presse. Académique qui arrive. De l'année académique qui arrive. C'est ça. Bien ça, oui. L'enseignement en informatique débute avec l'année académique 1970-1971. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle se passe au sein d'une entité qui s'appelle Institut informatique interfacultaire. Alors peut-être peux-tu expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça? Il y a une petite remarque. Oui, je vais l'expliquer dans des termes choisis. Oui. Pour la simple raison, 2 raisons sont à la base de création d'un institut d'infrafacultaire, alors qu'initialement, l'idée, c'était de créer une option supplémentaire dans le cadre de l'enseignement de la faculté des sciences économiques, voilà. À côté de l'option entreprise, de l'option analyse, économie publique, on voulait créer une option système informatique, système d'information. Bon. Alors, le secrétaire général des facultés trouvait que l'informatique devait être présente en faculté des sciences aussi. Et il souhaitait, par conséquent, que ce ne soit pas orienté uniquement informatique de gestion. Il ne comprenait pas le projet. De par sa culture, de par ses contacts, il ne comprenait pas le projet et lui ne raisonnait qu'en termes d'utilisation de l'informatique dans le monde faculté des sciences, sciences mathématiques, calcul numérique, et calcul que l'on fait en chimie, en physique, etc. Il ne comprenait pas du tout le projet. Bon. D'autre part, le père Denis est quelqu'un qui a un sens de la gestion. Bon, il y a d'ailleurs une anecdote disant qu'il a fait toujours une petite calculette en main, et le père Denis a constaté tout simplement qu'un étudiant de l'orientation B, l'orientation sciences, était mieux financé qu'un étudiant de l'orientation A, sciences humaines. Bon, par conséquent, il a dit, on trouve un compromis, on crée un institut interfacultaire au sein duquel il y aura
deux options, une option informatique de gestion et une option scientifique. Cette distinction ne résistera pas au temps. 2-3 années après, à l'initiative de Jean Fichefay qui s'occupe de l'option orientation sciences, on va ne plus avoir qu'une seule orientation à l'intérieur de laquelle on trouvera des cours à option. C'est ça. Certains étant orientés vers le calcul numérique, recherche opérationnelle. Voilà. Alors maintenant, je vais te demander d'évoquer la construction du bâtiment qui allait héberger à la fois la faculté d'informatique et le nouveau centre de calcul, puisque dans un premier temps, tout se passait en sciences éco, mais après ça va migrer. Et à cette occasion-là, on va pouvoir évoquer la figure de l'architecte, qui est particulièrement intéressante, me semble-t-il. Oui, je pense que c'est une très très belle aventure. Voilà. Et cette aventure, il faut la replacer dans le contexte général du développement, je dirais, de l'ensemble des bâtiments, des facultés, d'un véritable projet urbanistique qui va comporter son couronnement, la bibliothèque que l'on voit ici juste à côté, le bâtiment de la faculté de droit, le bâtiment philo-lettres. Il y a vraiment un projet urbanistique remarquable qui est géré par deux personnalités qui sont des gens qui ont des visions de la ville, qui ont des visions de l'espace. D'une part, le père Jacques Denis, géographe et recteur, et Roger Bastin, architecte et urbaniste. C'est ça. Et donc, il y a dû avoir entre ces deux personnes une connivence. Je me rappelle personnellement que le père Denis m'avait expliqué qu'il souhaitait que les habitants de Namur puissent traverser facilement le campus et que le campus soit complètement ouvert. Ça, je trouve que c'est une très belle vision. C'est le cas. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc, ça mérite d'être souligné. Alors, on a eu pas mal de discussions avec Roger Bastin concernant les caractéristiques de l'Institut, et j'avais dit au Roger Bastin, il serait souhaitable, je sais que vous êtes un passionné du béton comme élément, comme matériau de base de la construction de vos bâtiments, je souhaiterais qu'à l'intérieur de l'Institut, il n'y ait pas trop de béton et que la brique rouge soit là, étant donné qu'il y a une certaine coloration. La mentalité de l'informaticien, déjà une mentalité suffisamment, je dirais, rigide, et le béton me paraît rigide. Et il a accepté, il faut se dire que où nous nous trouvons ici, il y avait un jardin. Oui, que j'ai connu aussi. Il y avait un jardin, que le 4e étage de l'Institut d'informatique comportait une salle académique, une salle de musique, avec un piano, une salle de musique, une salle d'exposition de peinture. Il y avait une petite salle d'exposition de peinture, et il y avait à l'endroit où nous sommes, c'était un jardin. Oui. Avec malheureusement le fait qu'à cette époque, on ne maîtrisait pas très bien l'installation de plants de verdure au 4e étage, et rapidement, nous avons eu plein d'ennuis. Mais il faut reprendre cette idée de, dans un institut d'informatique, retrouver une salle d'exposition de peinture. Oui, c'est formidable. Et ici, nous avons 4 photos que peut-être tu peux un tout petit peu commenter, montrant la construction. Il y a deux vues d'ensemble où on voit des grues et où on voit la citadelle derrière, là, oui. Et la petite chapelle qui se trouve ici. Chapelle du Rempart, la chapelle du Rempart, qui sont assez impressionnantes. La Vierge, oui. Et puis une autre vue en plus gros plan où on voit une magnifique idée là derrière voiture, des vieilles voitures bien sûr, oui. Et où on voit... Ce n'était pas la mienne, tu sais. La mienne était davantage la 2 chevaux. C'est une 2 chevaux, mais donc où on voit les différents étages, voilà, de manière profiter d'un espace d'angle, entre les 2 rues, hein, oui. Bon, de manière à avoir le maximum d'espace. On avait dit à Roger Bastin, il faut pouvoir envisager un bâtiment où il faudra pouvoir loger des équipements et accueillir une population d'étudiants où nous espérons arriver à ce qu'on ait une population d'étudiants, 150 à 200 étudiants. Il y a ça, plus les lieux de salles de cours, mais également des lieux de laboratoire, de développement, de programmation, etc. Et il a superbement compris son projet. Nous sommes allés voir une référence qui avait lieu à Aix-la-Chapelle, un bâtiment qui était vers Aix-la-Chapelle, qui nous a guidés dans cette direction. Oh, voilà. Ce n'était pas un bâtiment
pour l'enseignement de l'informatique, c'était un bâtiment essentiellement pour accueillir les équipements de l'Université d'Aix-la-Chapelle. C'est ça. Alors, j'en arrive tout de suite à un grand événement qui se passe le 6 décembre 1973. Le 6 décembre, j'ai bien dit. 6 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Mais le 6 décembre, comme tu le sais, Marie, c'est la Saint-Nicolas. C'est la Saint-Nicolas. Oui. Et on s'est dit, nous devons avoir un événement très important pour la Saint-Nicolas. Et est-ce que la visite du roi qui viendrait inaugurer ce bâtiment ne serait-ce pas la plus belle Saint-Nicolas qu'on puisse imaginer? Alors, nous avons des photos. On va les commenter. François, tu vas les commenter, racontant toute l'arrivée du roi et puis ainsi de suite. Alors, les personnages. Alors, le choix de la date était fixé en collaboration avec le palais, évidemment. Il y a peut-être une série de contraintes. Et on s'est retrouvé le 6 décembre, alors que nous n'imaginions pas. Le 6 décembre. Et vous avez l'arrivée du roi qui est accueilli par le père Denis et toi-même. Et par moi-même, et un invité qui s'invite. Un invité qui s'invite, à savoir Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas surgit et vient apporter un paquet de bonbons au roi. Et vous voyez la photo du roi, le roi qui est souriant, oui. Quasiment hilar, effectivement. C'est une des rares photos que nous possédons du roi Baudouin, aussi décontractée. Oui. Et donc, il y a de nouveau le père Denis qui est tout près de lui. C'est le père Denis qui l'accueille, bien entendu. Et Saint-Nicolas qui vient d'offrir son présent avec un enfant peut-être qui était là aussi. Et puis le roi entre, toujours accompagné de toi et du père Denis, donc il entre dans les locaux et puis tu lui fais un exposé. Il y a également, je pense que c'est important de le souligner, il y a la présence du bourgmestre de Namur qui est caché par le père Denis. À droite, donc. Il y a à droite le gouverneur René Clause, qui est présent. C'est judicieux de souligner la présence de René Clause pour la simple raison qu'il a fait beaucoup pour le développement de l'informatique à Namur. Il a soutenu ce projet d'emblée. Si je peux raconter une anecdote, cette collaboration entre les jésuites et la province, et en particulier à la province, le gouverneur René Clause, c'est de notoriété franc-maçon. Son greffier provincial, Nicolas Bontiès, qui va développer d'une manière extraordinaire le CIGER, était franc-maçon également. Et cela a fait grincer fortement certains membres du PC namurois qui ont vu une collision jésuito-maçonnique dans le développement de l'informatique à Namur. Un complot jésuito-maçonnique. Oui. Très amusant. Et on a bénéficié d'une collaboration remarquable de la part du gouverneur Claus et de Nicolas Bontiès. C'était vraiment un moment important. C'est ça. Autre moment important, j'ai l'impression, tu fais un discours là devant le roi très intéressé. Oui. Et je me permets de dire qu'à côté du roi Baudouin, il y a un des professeurs les plus remarquables que j'ai jamais eu qui s'appelle Henri Leroy. Henri Leroy, oui. Sans jeu de mots. Oui, donc peut-être, je le dis déjà maintenant, parce que tout à l'heure, nous allons parler de Henri Leroy. On va reparler d'Henri Leroy. Oui, donc, et on a fait deux choses quand le roi est venu. D'une part, on lui a fait une démonstration d'une application informatique que nous considérions comme de pointe à l'époque, qui était une démonstration d'un simulateur de gestion industrielle, avec les principaux développeurs, programmeurs. On a pas 3 personnes qui sont les principaux développeurs, notamment Jean-Marie Lheureux, hélas décédé. Qui se trouve là? Il est ici. Au milieu. Jean-Marie est au milieu. Derrière, caché par le rétroprojecteur. Et à sa droite, il y a Anne-Marie Breny. C'est ça, la fille du professeur. La fille du professeur, oui. Et puis, le roi continue, il descend, il va au premier étage et il visite le centre de calcul. Avant ça, mais je ne sais pas si on a la photo, il y aura un exposé général sur l'enseignement de l'informatique, la motivation de création de cet institut, il y aura un exposé général, et puis il y aura
la visite des locaux du centre de qualité. C'est ça, et on voit très bien les ordinateurs Siemens là, qui sont là, derrière, oui. qui occupent un volume considérable. Hein. Oui. Nous avons deux photos de l'époque qui montrent l'importance des salles du premier étage. C'est ça, c'est bien ça. Cette immense salle climatisée avec un faux plancher qui occupe un espace immense. Cet espace est quasi totalement récupéré actuellement pour des bureaux. C'est ça. Et puis le roi, qui paraît extrêmement satisfait quand même, il faut dire aussi, s'en va en compagnie du père Denis qui le conduit sur le seuil il a l'air vraiment de notre maison. Sur le seuil de notre maison, c'est bien ça. Alors, on en arrive tout naturellement au programme des cours. Est-ce que tu peux expliquer comment est commenté le programme initialement proposé? Oui. Alors, il faut replacer ceci dans le contexte. Actuellement, à l'Institut d'informatique, dans le cadre d'un projet de loi et dans le cadre de la réforme du décret de Bologne, l'informatique est une discipline à part entière dans les universités, avec un baccalauréat en informatique et des années de licence ou maîtrise. Bon, maîtrise selon 2 ou 3 ans. Non, actuellement, les maîtrises sont toujours de 2 ans. 2 ans, correction. À cette époque, nous n'avons pas souhaité créer de candidature en informatique. On n'a pas voulu créer de candidature. On a dit l'informatique est une discipline polyvalente. Ce serait intéressant de pouvoir accueillir des personnes qui viennent d'horizons différentes. Accueillir des personnes qui viennent de sciences économiques, qui viennent de sciences mathématiques, de physique, des ingénieurs et innovation, créer une passerelle avec le graduat d'informatique qui avait été créé avant nous, en se disant il n'y a pas de raison, si l'on se réfère à ce qui se fait en France, les passerelles entre les IUT et l'enseignement universitaire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette passerelle entre le graduat et cette licence et maîtrise en informatique. Nous étions vraiment d'avant-garde, puisque maintenant, dans les derniers développements, il y a de plus en plus de passerelles avec l'enseignement supérieur non universitaire. Donc ça, c'est une des premières choses. Alors la conception du programme de cours tient compte qu'il n'y a pas de culture informatique qui est répandue. Pas de culture informatique qui est répandue, que les étudiants qui vont arriver n'ont pas eu l'occasion d'être confrontés aux ordinateurs dans leurs cours. Donc on s'est dit, on va faire une construction de type bottom-up. On va leur donner des éléments de compréhension du hardware. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? Coefficient de compréhension, des éléments de compréhension d'architecture des ordinateurs, l'architecture des ordinateurs faisant le lien avec la programmation et avec les systèmes d'exploitation, leur donner ces différents éléments. Et au-dessus de cela, nous entrons dans le domaine des applications avec les logiciels applicatifs, qu'il s'agisse de gestion de fichiers, gestion de bases de données, télécommunications, et nous terminons avec finalement des applications dans deux domaines, l'informatique de gestion et des éléments de calcul numérique et de recherche opérationnelle. Donc c'est une construction qui est bottom-up. C'est ça. Construction bottom-up. Et si je peux me permettre, vous y ajoutez aussi des éléments de réflexion épistémologique et critique, parce que ça c'est aussi le propre... C'est vraiment un des points importants de la construction du programme, de dire il ne faut pas simplement enseigner des technologies, enseigner la manière, les méthodes d'analyse pour les appliquer, il faut qu'il y ait une réflexion épistémologique et critique. Quelle est la nature de la discipline que l'on est en train de créer? Ce n'est pas une science, pour moi ce n'est pas une science, du tout une science, c'est une discipline, et par conséquent, quelle est sa nature? De quel type de connaissances va-t-on véhiculer, va-t-on amener aux étudiants? Ça, c'est un des points. Une réflexion critique sur les impacts possibles de l'informatique au niveau
de la psychologie individuelle et au niveau sociétal. Ma question est de demander si ce programme est complètement original ou bien s'il a été inspiré par quelque chose d'autre qui aurait été écrit au même moment par les Américains sur la façon de construire un curriculum en informatique. Non, ce programme peut considérer qu'il est original, en ce sens qu'il n'y avait pas actuellement aux États-Unis de curriculum en Information Systems. Il y avait un curriculum de 68 des ACM sur le Computer Science. Donc les ACM, c'est Association of Computing Machinery. Voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Alors maintenant, peut-être on peut brièvement évoquer la façon dont ont été recrutés les premiers professeurs. Je mentionnais certaines personnalités externes, les personnalités qui relèvent du monde de l'informatique. Eh bien, certains que nous avions à l'intérieur des facultés, des professeurs pour donner des cours de physique, etc., les cours de logique, les cours de mathématiques, etc. Alors, recrutement, il y a un premier recrutement qui va se faire. C'est celui de deux personnalités qui marqueront la vie de l'Institut, surtout l'une d'entre elles, qui est celle de Jean Fichefait, le recrutement de Jean Fichefait et de Claude Cherton. Nous cherchions des personnalités ayant une formation de base en informatique assez théorique. Bon. Et un de nos collègues du département de mathématiques, Georges Leland, pour le citer, m'a dit « François, si tu veux, je connais très bien le doyen de la faculté des sciences de l'ULB et si tu veux, je vais lui en parler pour que tu prennes contact avec lui. » Alors, chose étonnante, c'est le doyen de la faculté des sciences de l'ULB qui va recommander deux chefs de travaux de l'époque, qui sont Jean Fichefait et Claude Cherton. Je les rencontrerai tous les deux, voir si nous pouvons dialoguer. Et le contact a été remarquable immédiatement avec Jean Fichefait. Le contact est un peu plus difficile avec Claude Cherton, qui est un esprit très original. Oui, que j'ai adoré comme professeur. Et un esprit très original qui a qui a une approche, je dirais, de voir les problèmes sous un angle que tout le monde ne voit pas. Donc, par conséquent, quand vous êtes dans le feu de l'action pour construire quelque chose, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a recruté ces deux personnes qui étaient enthousiastes et qui nous ont rejoints, qui ont quitté l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, pour venir nous rejoindre. Oui, dans ce sens-là, ça va. Il fallait une personnalité centrale pour la conception, les méthodes d'analyse, conception des applications informatiques. Et nous avons rencontré M. Roland Gigot, qui était le patron de l'informatique à Ennosambres. On l'a rencontré naturellement, puisque l'ordinateur que nous avons, qui vient d'Ennosambres. Et Roland Gigot a accepté de donner le cours d'analyse des systèmes d'information, de conception des systèmes d'information. C'était quelqu'un, une intelligence remarquable, et il a envisagé la conception des applications informatiques sur un modèle qu'on appellera bien des années plus tard l'approche orientée objet. Ça ne nous pas ainsi ce qu'il faisait. Donc ça, c'est le deuxième recrutement très important. Troisième recrutement, comme nous faisons l'acquisition d'un ordinateur de chez Honeywell Bull, nous demandons, le père Denis et moi-même demandons aux gens d'Honeywell Bull Bruxelles, M. Regou, patron, si on ne pourrait pas entrer en contact avec Paris de manière à voir si on aurait la possibilité d'engager quelqu'un spécialiste dans le domaine de la compilation et des langages de programmation. Nous avons un rendez-vous à Paris et à l'époque nous rencontrons le président et directeur général qui était Jean-Pierre Brûlé, personnalité très importante du monde de la vie de l'informatique en France, qui nous a dit, si, quelqu'un remarquable chez moi, un polytechnicien, qui est la première personne à avoir développé un compilateur Algol 60, quelqu'un d'intelligence hors du commun, rigoureux, modeste, effacé. Il a appelé Henri Leroy, demandé si ça l'intéressait d'aller donner un cours à Namur. Henri Leroy a dit, avec sa manière de parler très prudente et très
posé, je vais y réfléchir, mais a priori ça m'intéresse. Et 2 ans après, Henri, le père Denis, se rendant compte de la valeur d'Henri Leroy, me dit, je me rappelle la conversation, il me dit, ça t'intéresserait si on faisait venir le roi à temps complet à Namur? Je dis, père Denis, ce serait quelque chose d'extraordinaire, mais je ne sais pas si c'est... Il me dit, t'occupe pas de ça. Et voilà, c'est ainsi que 2 ans après, Henri Leroy passait professeur à temps part-time et va devenir professeur à temps complet ici à l'Institut d'informatique. Donc c'est Henri Leroy qui est célèbre en informatique en France avec le Gamma 60, hein, et le compilateur du... C'est lui, oui, donc les Français, avec le génie des Français, ils ont conçu un Gamma 60, une machine révolutionnaire puisque c'est une machine, la première machine dans laquelle on fait du temps partagé, avec un système d'opération qui le permet, mais génie français, ils ont conçu une machine extraordinaire en termes d'articulation, hardware, système d'exploitation, il n'y a pas de logiciel d'application, il n'y en a pas, donc on ne sait pas s'en servir. Conséquence pratique, ils ont demandé à Henri Leroy de développer un compilateur c'est un homme 60 déjà... qu'il y a un logiciel, un langage de programmation d'applicatif. C'est pour montrer à quel point cet homme était vraiment exceptionnel. Et donc, voilà, donc vous faites la première année et vous avez combien d'étudiants? Nous avons 6 étudiants. Donc on peut même regarder, on a des photos, avec la proclamation. Dont deux dames sont là. 2 dames. Je dois avoir la liste des noms. Oui, la voici. 2 dames sur 6, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est ce qui n'est pas mal. Alors, nous n'allons pas commenter chacun des étudiants. Non, sûrement pas. On va le commenter. Si tu permets, Bien Marie, sûr. que je mette en évidence 2 noms importants de cette Avec première plaisir. promotion. Sur il y a la Baudouin première Le Charlier. photo, oui, le 3e à partir de la gauche, Baudouin Le Charlier avec ses cheveux longs. Et à la signature qui va de devenir diplôme, professeur chez nous. Il y a Joël de Marteau. Joël de Marteau qui a créé de nombreuses sociétés qui a l'esprit ici. Inventif au possible, qui va créer la société Unina, puis créer la société Roux, et Baudouin va devenir un de nos professeurs. Il sera réellement le disciple d'Henri Leroy. Voilà, et sur cette même photo, nous voyons Jean Fichefait, dont on a parlé avec beaucoup d'éloges. Jean Fichefait, qui sera évidemment une des personnalités qui marquera le plus l'évolution de l'Institut. Qui est à la gauche du père Denis. Gauche du père Denis, c'est bien ça. Voilà. Oui. Très bien. Alors, avec une jeune femme, Marie-Jeanne Van Outreven, qui signe son diplôme. Très bien. Alors, François, très brièvement, est-ce que tu voudrais évoquer les débuts de la recherche en informatique? Première chose qu'il faut dire, c'est que la recherche démarre avant la création de l'Institut. Elle démarre dans le contexte de la faculté des sciences économiques, avec le développement d'un simulateur de gestion à destination d'entreprises industrielles. Simulateur de gestion qui sera appliqué dans une verrie de Vernica, qui sera appliqué chez Nosam, qui sera appliqué chez Glaverbell de manière très importante. Alors, c'est intéressant cette recherche, car d'une part, elle s'appuie sur un modèle de recherche opérationnelle, sur la programmation linéaire. Et l'objectif dans cette recherche, c'est d'insérer ce modèle dans des processus de gestion, à savoir alimenter en temps réel la base de données, et d'autre part, insérer les conclusions dans des processus de décision. Donc ça, c'est vraiment la philosophie même qui est à la base de l'informatique de gestion. Il faut signaler également qu'en développant ce logiciel applicatif, nous sommes les premiers en Belgique à utiliser un logiciel de base de données, qui est le logiciel de base de données IDS2, qui a été développé aux États-Unis par Bachmann. Nous sommes les premiers à utiliser un logiciel de base de données, et par conséquent, on va retrouver après le développement des bases de données à l'Institut sous la férule de Jean-Luc Hainaut. Nous allons devenir un des lieux importants en Europe de développement des systèmes de bases de données, tant à la conception qu'au niveau de logiciels. Donc ça, c'est un prémisse qui va marquer, puisque c'est à la fois en termes de méthode d'analyse et, je dirais, d'ingénierie du logiciel. Alors,
la recherche va se développer sous, je dirais, différentes lignes de force, 4 lignes de force. Voilà. Première ligne de force, que l'on peut résumer dans une expression, méthode, modèle et outil d'aide à la conception et au développement, programmation des systèmes d'information. Cette ligne de force est influencée de manière importante par l'année sabbatique que je passe aux États-Unis, où je vais séjourner pendant 4 à 5 mois à l'Université de Michigan, Ann Arbor, et je vais travailler dans le cadre du projet ISDOS, qui est le projet pionnier du software engineering, dû au professeur Taïkro. Je reste là-bas pendant 4 à 5 mois, et nous allons développer une collaboration étanche, ce qui va nous permettre ici de développer nos propres outils en matière d'ateliers logiciels. Il y aura l'atelier logiciel IDA, puis ALMA, puis celui développé par Jean-Luc Hainaut, etc. Donc c'est quelque chose d'important d'avoir des méthodes de conception, de développement qui font appel à des modèles, et méthodes et modèles sont assistés par des outils logiciels. C'est ce qu'on appelle le software engineering. Donc nous avons été vraiment pionniers en Belgique et en Europe dans le domaine du software engineering appliqué à la gestion. Ça, c'est la première ligne de force. Oui. La deuxième ligne de force, c'est évidemment, on ne peut pas faire, je dirais, du bon travail sans, je dirais, une maîtrise de l'outil de communication que l'ordinateur. L'outil de communication, c'est la programmation. Donc, autrement dit, il nous faut maîtriser la méthodologie de la programmation. Et c'est ici que Henri Leroy va donner toute sa dimension. Nous avons une pensée, toi comme moi, émue à son égard, puisqu'Henri est décédé il y a 2 ans, et il va développer ça un cours avec une rigueur. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un point de trop, pas une virgule de trop. Et il va former Baudouin de Charlier, qui sera manifestement son digne successeur. La troisième ligne de force, c'est de développer des logiciels applicatifs. C'est ça. Développer des logiciels applicatifs, et il faut mettre un exemple en évidence, qui est le logiciel Radar développé par Jean Fichevey. Le logiciel Radar est un logiciel d'aide au diagnostic en médecine homéopathique. Ce logiciel a été développé ici, à l'Institut, est actuellement un logiciel, la principale référence en matière de logiciel d'aide au diagnostic en médecine homéopathique dans le monde entier. C'est bien ici. Puis on a développé d'autres choses, développé des logiciels de gestion de flux, de workflow dans les administrations publiques, etc. Voilà. Puis il y a une quatrième ligne de force, donc qui est en lien avec le fait que nous voulons avoir un regard critique sur le monde de l'informatique, sur les impacts de l'informatique sur la société, etc. C'est bien ça. Et sur son histoire. Et ça va donner une dimension importante aux facultés, puisque non seulement développer les recherches ici, dont tu as participé, toi, activement également, ce sont des recherches qui sont développées par Jacques Berler, Claire Lobet, par toi-même, et il y aura des prolongements. Un des prolongements, c'est le CRIT, développé à la faculté du Centre de recherche informatique et droit. C'est ça. Alors nous en arrivons au service à la communauté. Tu as déjà parlé du CIGER, donc on va être très bref à ce niveau-là. Mais peut-être tu peux parler aussi de l'Association internationale de cybernétique. Juste un petit flash. Un petit flash, qui est une association qui est bien antérieure à l'Institut, la création de l'Institut. La province de Namur, dans les circonstances que je ne connais pas exactement, va jouer un rôle important et va participer au financement de la création de cette association. Ce qui fait que finalement, elle aura sa localisation à Namur, au point de départ dans les bureaux du gouvernement provincial et ensuite au bureau économique de la province de Namur. Et il y aura des liens étroits avec l'Institut d'informatique, puisque un de nos collègues, Jean Ramaquers va en être le président et l'administrateur délégué. Jusqu'à la clôture de cette association. Absolument. Malheureusement, vers 2000, elle va disparaître. C'est ça.
Eh bien voilà, donc je pense qu'on peut nouer la gerbe maintenant et tirer des conclusions. Est-ce que tu peux faire le point avec le recul sur les orientations qui ont été prises en 68 ? Difficile évidemment à justifier ce que l'on a fait a posteriori. Ce n'est pas très universitaire, il faudra avoir un sens profondément critique par rapport à ce que l'on a fait. Mais je retiendrai quand même deux choses. Quand nous avons créé cet institut, nous étions au point de départ de ce qu'on appelle la première révolution de l'informatique, première révolution numérique, qui allait bouleverser complètement les rouages de la société. Oui. Nous sommes aujourd'hui à la veille, nous sommes depuis quelques années dans une deuxième révolution numérique qui va entraîner des basculements au niveau sociétal, des basculements dont on ne soupçonne pas l'importance et la gravité. Donc je dirais que le fait d'avoir créé un enseignement qui est en prise avec ces technologies et qui pose un regard critique sur ces technologies, sur leur impact sociétal, je pense que nous étions dans le bon. On a commis des erreurs, certainement, et je peux en souligner pas mal, mais on était dans le bon. Et je pense qu'il faut garder cette perspective, car nous sommes à la veille d'un basculement sociétal avec le développement des nouvelles technologies de la seconde révolution numérique, avec le développement de l'intelligence artificielle, qui fait qu'actuellement, si vous disposez de l'information, n'importe quelle tâche est automatisable. N'importe quelle tâche. Il suffit de penser, je dirais qu'actuellement, de plus en plus, des articles dans les journaux sont rédigés directement par ordinateur. Regardez la création d'un vrai-faux Rembrandt par ordinateur. Si vous disposez de l'information, il n'y a plus aucune tâche qui ne soit pas automatisable. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont des tâches de connaissance dans les entreprises seraient automatisables. Reste un calcul économique, reste deux questions. Un calcul économique, si c'est rentable. Et deuxièmement, faut-il se priver des savoir-faire humains? Est-ce qu'il ne faut pas les préserver, les garder? Et ensuite, quels sont les impacts sociétaux de cela? Si ce qu'on nous dit est correct, qu'à un horizon des années 25, près de 50%, 47% des métiers seront automatisables, il y a tout de même des questions qui se posent. Donc je pense que par rapport à ça, nous sommes dans les options que nous avons prises, il faut les repenser en 2016, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a commis une erreur de base avec l'orientation que l'on a donnée. Oui, c'est ça. Et peut-être alors, pour vraiment clôturer notre entretien, ça me plairait beaucoup que l'on reparle du Père José et de la rencontre que tu as eue, toi, avec lui, et qui a été à la base de tout ce de cette émergence de la faculté. Oui. Donc c'est amusant peut-être de faire l'éloge de ce Père Denis, à nouveau, maintenant on est au bout de la route de ce dialogue. Moi, je dirais ceci. Ce projet de création d'un enseignement de l'informatique, c'est dû à la rencontre de deux personnes. D'une part, un homme de génie, le père Camille José, homme de génie médiéviste, c'est lui qui va assurer toute l'extension des facultés. C'est lui qui va supporter Gaston de Coligny pour la création du LARM. C'est lui. Ah oui, le LARM, c'est lui. Donc voilà un médiéviste qui se rend compte de l'importance des techniques nucléaires. Nous ne sommes pas capables ici de développer la recherche fondamentale dans le domaine du nucléaire. On va développer un laboratoire d'analyse des surfaces, d'analyse des matériaux par procédé nucléaire. C'est lui qui est à la base de cela. C'est lui qui est à la base de cette faculté des sciences économiques, totalement différent de ce qui se faisait avant. Et c'est lui qui sera à la base de ceci. Donc c'est la rencontre d'un
entre une personnalité hors du commun, un visionnaire, un homme de génie, gestionnaire, un homme chaleureux, un homme qui faisait confiance aux jeunes, et la rencontre. Et un jeune. Mais qui avait une vision aussi, qui n'était pas je dirais un jeune, surtout enthousiaste, et qui va exposer ce projet au Père José. Et le Père José dit, on fonce, il fait confiance. Il ne connaissait pas. Je n'ai jamais été suivi d'aucun enseignement jésuite, ni à l'école primaire, ni dans le secondaire. Je viens d'un autre milieu, totalement différent, et il fait confiance. Et accorde les moyens. Il n'y a pas que lui. Les moyens sont accordés par l'université. Vous avez ensuite Jacques Denis, qui va comprendre l'importance, rappelons-nous ce qu'on en a dit au début, Jacques Denis, qui va, lui, se batailler pour que nous ayons une existence légale. Au départ, nous ne l'avions pas. Batailler pour maintenir notre existence alors que nous n'avions pas légalement l'autorisation de développer cette discipline, qui va nous donner des moyens, qu'il s'agisse du bâtiment, qui va nous donner des moyens en termes de collaborateurs, à nouveau avec la même caractéristique que le Père José, faire confiance. Moi, je peux dire ceci, c'est que alors que je ne connaissais pas du tout le monde jésuite, j'ai un sentiment de reconnaissance et de joie d'avoir travaillé ici. Jamais je n'aurais eu les moyens de faire cela ailleurs. On m'a fait confiance, voilà. Merci François. Merci Marie.